les pays notamment développés. Au cours des 30 dernières années, l'incidence, la fréquence des maladies auto-immunes a beaucoup augmenté dans nos pays développés à cause de l'environnement. L'environnement qui peut être protecteur, mais qui, dans les pays industrialisés, n'est plus protecteur vis-à-vis de l'auto-immunité. C'est le même phénomène que l'on observe par rapport à l'allergie. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça vous intéresse, c'est ce que l'on appelle l'hypothèse de l'hygiène. Donc, vous avez différentes maladies auto-immunes. Prises une par une, elles peuvent ne pas apparaître tellement fréquentes, mais prises dans leur ensemble, après les maladies cardiovasculaires et le cancer, c'est la troisième cause de morbidité et de mortalité. Donc c'est quelque chose d'important, d'autant plus que pour beaucoup d'entre elles, on n'a pas vraiment de traitement. Ce que l'on fait quand les patients ont déclaré une auto-immunité, c'est éventuellement donner un traitement substitutif. Les malades qui ont un diabète insulinodépendant, un diabète de type 1, et qui ont détruit leurs cellules bêta dans les îlots de Langerhans qui font l'insuline, vont être soumis à un traitement chronique par de l'insuline exogène, un traitement de remplacement. Mais on ne guérit pas la maladie. La maladie, elle a causé la destruction des cellules bêta. Pour la sclérose en plaques, le lupus érythémateux disséminé, ce sont des pathologies qui sont plus graves. On a besoin de traitements palliatifs, immunosuppresseurs. On va vous parler des immunothérapies par immunosuppresseurs. Et on peut avoir besoin aussi d'anti-inflammatoires. Les corticostéroïdes sont de très bons médicaments, même s'ils ont beaucoup d'effets secondaires, parce qu'ils ont à la fois un effet immunosuppresseur et un effet anti-inflammatoire. Donc, maintenant, il faut qu'on voit un peu quelle est la cause de ces maladies auto-immunes. Quels sont les éléments qui vont favoriser leur survenue. Il y a deux événements principalement, c'est l'environnement et la génétique. Encore une fois, ça n'est pas n'importe qui va développer une maladie auto-immune, comme ce n'est pas n'importe qui va développer une allergie. Il faut avoir les gènes de susceptibilité. Mais le problème, c'est que ces gènes sont difficiles à caractériser d'une certaine façon chez l'individu parce qu'ils sont nombreux. C'est-à-dire que même si on les connaît, la liste est longue. Dans le diabète insulinodépendant, par exemple, il y a environ une vingtaine de gènes de susceptibilité qui ont été identifiés. Et quand vous prélevez un enfant à la naissance, il est impossible de prédire, même si cet enfant fait partie d'une famille où il y a quelqu'un qui a développé la maladie, il est impossible de dire avec certitude si cet enfant va développer la maladie ou non, parce que c'est une association de gènes qui va définir le risque, et ça n'est pas uniquement une mutation, comme dans le cas de la maladie APCED avec le gène R que je vous montrais tout à l'heure. Donc, génétique complexe, qui va influencer à différents niveaux, et c'est ce qu'essaye de vous montrer ces trois cercles. Alors tout d'abord, vous allez voir que la génétique peut influencer la reconnaissance des auto-antigènes. Vous allez voir que parmi les gènes de susceptibilité, ce qui apporte un risque assez important par rapport à tous les autres, c'est les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité, les gènes HLA, et notamment les gènes HLA de classe 2. Donc, la génétique est importante à ce niveau-là, au niveau de la reconnaissance des auto-antigènes par les lymphocytes T. Elle est aussi importante parce qu'elle va déterminer l'importance de la réponse immunitaire vis-à-vis d'un auto-antigène donné. Par exemple, encore une fois, si on prélève du sang de plusieurs individus, on regarde la capacité des cellules lymphocytaires à produire de l'interféron gamma ou d'autres cytokines. Cette capacité va être très variable d'un individu à l'autre parce qu'il existe des polymorphismes au niveau des promoteurs des gènes qui codent l'interféron gamma ou les autres cytokines. Et donc la génétique peut avoir une influence importante. Beaucoup de maladies auto-immunes, la sclérose en plaques, le diabète insulinodépendant, sont des maladies où la production de cytokines est très importante. Le lupus érythémateux disséminé aussi. Il est important de pouvoir faire beaucoup
d'anticorps qui sont pathogènes. Donc les cytokines sont importantes et donc la capacité d'un individu donné à faire plus ou moins de cytokines est quelque chose d'important. Enfin, il existe une troisième possibilité, mais qui n'a été vraiment montrée que dans certaines pathologies auto-immunes, comme la myasthénie, avec le récepteur de l'acétylcholine qui est la cible des auto-anticorps dans la myasthénie, c'est la possibilité que la génétique influence la structure de l'auto-antigène. Est-ce que chez les patients, les auto-antigènes sont reconnus parce qu'ils ont une structure différente par rapport à leur structure chez un individu normal? Dans la myasthénie, il existe un polymorphisme génétique particulier du récepteur de l'acétylcholine qui est présent chez les patients et qui est différent de ce que l'on retrouve chez les sujets normaux. Mais pour l'instant, c'est la seule pathologie auto-immune où ce genre de choses a été vu. Et puis, il y a l'environnement. On va y revenir brièvement. Il y a une hypothèse qui est très tentante pour expliquer l'auto-immunité. C'est l'hypothèse suivant laquelle des infections, notamment des infections virales, qui peuvent se passer très longtemps avant que la maladie auto-immune ne se déclare, peuvent être responsables de l'auto-immunité, si vous avez un terrain génétique prédisposé. La complication, c'est que, comme les infections peuvent avoir lieu très longtemps avant que la maladie ne se développe, chez l'homme, il y a vraiment très peu de cas où on a pu montrer une relation de cause à effet. Parce que quand un adulte vient avec, par exemple, un diabète insulinodépendant ou une sclérose en plaques, la maladie infectieuse a pu avoir lieu plusieurs dizaines d'années avant, et donc vous n'aurez plus de stigmate de l'infection virale. Il y a certains cas, par contre, qui sont un peu particuliers. Ce sont les cas où il y a un mimétisme moléculaire, on va y revenir, et là vous allez voir qu'il y a une relation de cause à effet qui a vraiment été faite. Alors pour les médecins, c'est intéressant de voir cette classification des maladies auto-immunes en maladies spécifiques d'organes et non spécifiques d'organes. La définition est claire. Vous avez une pathologie soit qui va toucher un seul organe ou une pathologie comme le lupus érythémateux qui va toucher la peau, le cœur, les reins. C'est disséminé comme son nom l'indique. Du point de vue immunologique cependant, la chose importante c'est qu'il n'y a pas tellement de non-spécificité d'organes. Je m'explique. Dans le lupus érythémateux disséminé, qui est le prototype de ce type de maladie auto-immune, les auto-anticorps qui sont pathogènes reconnaissent tous des éléments du noyau, des structures du noyau. On vous parle souvent donc des anticorps antinucléaires ou des anticorps antichromatine, etc. Ça veut dire que ces anticorps sont pathogènes parce qu'ils vont fixer l'antigène, ils vont se déposer dans les tissus, et là où ils se déposent, ils créent une inflammation. C'est une maladie à complexes immuns. Donc, du point de vue sémiologique, c'est vrai que vous avez une atteinte de plusieurs organes. Mais du point de vue immunologique, vous n'êtes pas en train de reconnaître des antigènes de la peau, des antigènes du rein, des antigènes du cœur, des antigènes des vaisseaux. Vous êtes en train de reconnaître toujours des structures du noyau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc très restreint à une structure donnée. C'est plus simple dans les pathologies spécifiques d'organes parce que, si on prend l'exemple du diabète insulinodépendant, la cellule bêta qui fait l'insuline et qui est détruite au cours de la maladie va être la seule cellule cible dans cette maladie. Dans l'îlot de Langerhans, les autres cellules endocrines ne sont pas touchées. Donc ce qui est important, encore une fois, c'est de reconnaître que cette division entre pathologies spécifiques et non spécifiques d'organes est intéressante du point de vue médical, mais que du point de vue immunologique, la réaction immunitaire se fait vis-à-vis de structures qui sont très bien définies et qui sont spécifiques de certaines structures des cellules ou de certains tissus. Quand on dit auto-immunité, et on a pensé pendant longtemps que c'était le cas,
on cherchait l'auto-antigène qui était responsable de la maladie. Et l'expérience a montré que dans toutes les maladies auto-immunes, vous n'avez pas un seul auto-antigène, vous en avez plusieurs. Alors prenons par exemple l'exemple du diabète insulinodépendant de type 1 ici. La chose qui est extrêmement intéressante, c'est que ce sont toutes des molécules qui se trouvent soit à la surface, soit à l'intérieur du cytoplasme des cellules bêta qui produisent l'insuline. Donc ce sont tous des auto-antigènes de cellules bêta. Vous voyez que l'insuline elle-même est un des auto-antigènes du diabète. Il y a des lymphocytes T autoréactifs pathogènes qui reconnaissent l'insuline. Il y a des auto-anticorps qui reconnaissent l'insuline. Simplement dans le diabète, ça c'est important, ce sont uniquement les lymphocytes T qui sont responsables de la destruction de la cellule bêta. Les auto-anticorps sont là. Ce sont des bons marqueurs de la destruction de la cellule bêta. On les mesure chez les patients parce que ça sert à voir si justement la personne a détruit beaucoup de cellules bêta ou pas encore trop. Mais ce ne sont pas les éléments qui vont causer la destruction des cellules qui font l'insuline. Ce sont les lymphocytes T qui causent la destruction. Inversement, on en a parlé dans le lupus érythémateux disséminé, c'est une maladie où ce sont les anticorps qui sont pathogènes. Les lymphocytes T, bien sûr, existent, puisque ces anticorps sont de type IgG. Donc vous avez besoin des cellules T pour faire les anticorps de type IgG dans un système de coopération. Mais ce ne sont pas les cellules T qui sont pathogènes, ce sont les anticorps. Dans la myasthénie, c'est pareil. La myasthénie est due à un défaut dans la transmission du signal. Et ça, c'est dû au fait que les anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine vont se fixer sur le récepteur et être inhibiteurs de la transmission du signal. Donc les anticorps, dans cette maladie-là, sont les éléments pathogènes. Voilà un tableau avec la vieille nomenclature, parce que c'est plus simple, qui vous illustre quelles sont les maladies auto-immunes où l'association, c'est-à-dire que le risque relatif de développer la maladie auto-immune si vous êtes porteur de l'allèle HLA en question, est importante ou moins importante. Et vous voyez donc les pathologies ici avec une forte association et avec une association plus faible. Donc, ça tout simplement pour vous montrer visuellement que parmi tous les gènes qui sont associés à ce risque de développer l'auto-immunité, les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité sont très importants et que la notion sous-jacente à ce résultat, c'est que la reconnaissance du peptide auto-antigénique est influencée par le type de molécule HLA que vous avez et c'est un facteur de risque important. Donc ça, justement, c'est pour vous rappeler quelle est la structure qui est reconnue. La molécule HLA, le sillon, le peptide, on vous en a parlé en détail, donc ce n'est pas la peine de revenir dessus. Donc, juste un schéma de plus pour revenir à cette notion que ça n'est pas du tout l'activation polyclonale de cellules autoréactives naturelles, T et B, qui peuvent donner lieu à l'auto-immunité pathologique. Il faut vraiment que l'auto-antigène soit présenté de manière aberrante pour que l'auto-immunité se déclenche. Et donc l'auto-antigène est le facteur important pour faire se différencier et multiplier les clones de cellules autoréactives, qu'ils soient B ou qu'ils soient T. D'accord ? Ça, c'est juste, encore une fois, un peu pour le redire d'une autre façon. On peut regarder au niveau des gènes qui codent pour les auto-anticorps pathogènes, le fait qu'il y a beaucoup de mutations au niveau des gènes, de mutations somatiques, ce qui montre bien que l'auto-antigène est très important pour la différenciation des cellules B qui produisent ces auto-anticorps. Et par rapport aux cellules T, ça a l'air un petit peu d'une vérité de la palisse, ça a été fait dans les modèles expérimentaux, mais vous n'aurez pas
de pathologie auto-immune si vous enlevez l'auto-antigène. Il faut que l'auto-antigène soit là pour que vous puissiez avoir une auto-immunité qui se développe. Donc maintenant, si on veut aborder de façon simple, qu'est-ce qu'on peut envisager comme mécanisme pour casser cet équilibre? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'auto-antigène peut devenir immunogénique de manière anormale? Et c'est là où on en revient toujours à la présence de quelque chose, d'une stimulation qui va générer une inflammation, qui va abîmer les cellules, qui va libérer des antigènes qui normalement ne sont pas libérés, d'où la possibilité de reconnaissance. Il y a aussi, je vous en ai un peu parlé, mais on va voir quels sont les exemples de ces pathologies, une situation très intéressante qui est celle où l'auto-immunité survient, et on a la preuve qu'elle survient vraiment parce qu'il y a une réaction croisée, que l'on appelle mimétisme moléculaire, entre des antigènes de certains agents pathogènes et des auto-antigènes. Donc, en gros, tout ceci aboutit à une inflammation. L'inflammation donne lieu à une expression anormale des molécules d'histocompatibilité. Et souvenez-vous que ce sont les molécules d'histocompatibilité à la surface des cellules présentatrices d'antigènes qui vont activer les lymphocytes. Donc, quand dans un tissu, vous avez beaucoup d'interféron gamma qui est produit, vous avez beaucoup de TNF qui est produit, on vous l'a dit, ce sont des cytokines qui vont augmenter l'expression des antigènes de classe 1, des antigènes de classe 2, d'où le fait que vous pouvez avoir une meilleure reconnaissance, mais dans ce cas de l'auto-immunité, c'est une reconnaissance aberrante. Donc, inflammation locale comme élément d'entretien et comme élément d'induction de cette auto-immunité, d'où le fait de penser en premier lieu à quelque chose d'infectieux, un virus par exemple, qui pourrait être à la base de tout ça. Alors un modèle expérimental qui est celui qui a servi à décrire le mécanisme de tolérance immunitaire que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire l'indifférence immunitaire. Alors c'est caricatural, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Vous avez une...